BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invitée, c'est Caroline Désir, ministre de l'Éducation au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qu'on appelait autrefois la communauté française. Bonjour Caroline Désir, merci d'être avec nous. Bonjour. Je voudrais d'abord vous interroger sur un niveau de pouvoir qui n'est pas le vôtre, mais sur lequel tous les regards sont braqués ce midi. C'est le fédéral, avec un conseil des ministres restreint qui se penchait sur la situation sanitaire et notamment la question du voyage après l'apparition de variants, notamment des variants britanniques qui sont donc bien présents sur le sol flamand du pays. Le Cairn, donc le conseil des ministres restreint, a décidé de ne pas décider pour les voyages. On y reviendra probablement vendredi lors du prochain comité de concertation. Est-ce que vendredi, vous avez des inquiétudes sur de nouvelles mesures qui pourraient être prises et qui pourraient concerner votre département, donc dans les écoles, notamment en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Non, il n'est pas prévu qu'il y ait des nouvelles mesures vendredi qui concernent l'école, mais par contre, les experts demandent qu'on soit prêt avec un plan B si la situation sanitaire venait à se détériorer rapidement. Vous savez qu'ils sont encore inquiets sur les nouveaux variants du virus qui sont présents sur le territoire belge et donc on doit se préparer à toutes les hypothèses au cas où. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en code rouge dans les écoles. Il n'y a pas réellement d'amélioration, enfin une petite amélioration au niveau des contaminations, mais elle ne sera pas suffisante pour repasser au code orange vendredi. On n'annoncera probablement pas ça. Non, vous savez, les experts nous avaient pointé une série d'indicateurs qui doivent baisser. Donc, il y a le nombre de contaminations qui devrait passer à 800 par jour, le nombre d'hospitalisations qui devrait être à 75 par jour et le taux de positivité qui devrait être à 3%. On n'y est pas encore dans aucun de ces trois indicateurs. Et donc, tant que ce ne sera pas le cas, on restera certainement en code rouge. Maintenant, ce qu'on doit surtout observer, c'est est-ce que la situation ne va pas se détériorer, auquel cas, il faudrait voir si d'autres mesures peuvent être encore renforcées. Code rouge, ça veut dire qu'on va poursuivre pour plusieurs semaines encore l'enseignement hybride, c'est-à-dire en partie à la maison, en partie à distance pour les élèves du secondaire. Il n'y a pas d'autre solution ? Non, il n'y a pas d'autre solution et pour moi, c'est la moins pire des solutions. Je vous ai dit souvent que rien ne vaut un enseignant face à sa classe. On a besoin absolument de ces relations sociales pour pouvoir enseigner. Malheureusement, comme je vous le disais, la situation sur le plan de l'épidémie ne s'améliore pas encore suffisamment pour qu'on puisse relâcher la bride. Et nous, on doit toujours chercher l'équilibre difficile entre la sécurité et la santé de chacun et la continuité des apprentissages et le droit à l'éducation. Encore un mot là-dessus. On voit qu'en Flandre, la communauté flamande a décidé de fermer deux écoles où on avait repéré ce fameux variant britannique qui se caractérise par une propagation très très rapide. Si c'était le cas également dans des écoles francophones à Bruxelles, en Wallonie, on fermerait également les écoles concernées ou pas ? Donc, ce sont les centres de promotion de la santé à l'école qui font le testing et le tracing dans les cas où on trouve des cas de contamination à l'école, que ce soit chez les élèves ou chez les enseignants. Bien sûr, ils appliqueront strictement leur protocole, d'autant plus évidemment si on trouve des souches de ce variant anglais, puisqu'on sait effectivement qu'il se propage très rapidement. Donc, on ne peut pas exclure qu'on doit fermer une classe ou une école si on est face à un cluster. Oui, mais jusqu'à présent, Caroline Désir, on a plutôt fermé des classes. À partir du moment où il y avait deux cas de contamination par classe, on fermait une classe. On ne fermait pas l'école tout entière. L'apparition de ce nouveau variant pourrait modifier cette manière de faire. Oui, donc il n'y a pas encore un protocole spécial pour le nouveau variant, mais on suit évidemment très très attentivement les recommandations des experts à ce niveau-là. Alors, on vous donne la parole aujourd'hui, on vous propose d'intervenir dans cette émission parce qu'il y a des inquiétudes qui sont grandissantes sur l'état d'esprit, l'état de santé des élèves du secondaire, donc ceux qui sont justement concernés par cet enseignement en partie à distance depuis la fin du mois d'octobre. Il y a des raisons d'être inquiet pour eux ? Oui, je pense qu'il y a des raisons d'être inquiet. On a maintenant un petit peu de recul puisque ça fait plus de 7 semaines maintenant que l'hybridation est en cours de route pour les élèves à partir de la 3e secondaire. Alors, je ne veux pas généraliser, évidemment, il y a des écoles, heureusement, où ça se passe bien. Chaque école a été libre d'organiser les modalités un petit peu en fonction de ces réalités de terrain. Mais on a aussi des retours plus inquiets de parents, parfois d'équipes éducatives ou d'élèves qui soulignent des problèmes, que ce soit au niveau des apprentissages, au niveau
niveau de la motivation des élèves, au niveau du décrochage qui est en augmentation, ou même de cas de dépression chez les adolescents. Donc, tant des difficultés, je dirais, pédagogiques que de santé mentale qui nous inquiètent beaucoup et auxquelles on doit être particulièrement attentif maintenant. Ouais. Est-ce que vous avez des indicateurs qui permettent de mesurer cela? Vous nous dites, je reçois des mails, j'ai des indications. Est-ce qu'on peut quantifier? Est-ce que, par exemple, en termes d'absence, en termes de résultats scolaires, puisqu'il y a eu les fameux bulletins du mois de décembre, on peut dire, tiens, il y a des difficultés, elles sont importantes et c'est pas juste au cas par cas, quelques individus isolés qui se sentiraient moins bien que d'autres? Oui, c'est un peu la multiplication de tous ces signaux d'alerte qui nous inquiètent. Il y a eu plusieurs études universitaires sur le bien-être qui étaient déjà un petit peu inquiétantes. Il y a eu l'enquête menée par la FAPEO, la Fédération des associations de parents, et par le CEF, le comité des élèves francophones, qui sont inquiétants aussi. Alors, beaucoup de parents qui nous sont revenus suite au bulletin de décembre parce qu'ils voyaient tout d'un coup des élèves, parfois même de bons élèves, multiplier les échecs avant la fin de l'année 2020. Et donc, on est inquiet parce qu'on sait que la situation est difficile. Elle est difficile pour les élèves, elle est difficile pour les profs aussi. On en parle peut-être moins, mais c'est pas évident. Ils ont dû adapter leurs conditions de travail. Et c'est particulièrement difficile pour les élèves de 3e et 4e secondaire parce qu'ils sont un petit peu moins autonomes dans les apprentissages que les 5e et les rétos. Ouais. Ça veut dire que vous allez demander aux professeurs d'être particulièrement attentifs à cette difficulté que rencontrent les élèves. Ça repose sur les profs ou ça repose sur les profs et les parents? Ça repose évidemment un peu sur tout le monde. On est tous des acteurs dans cette crise. Le message que je voudrais envoyer aux enseignants aujourd'hui, c'est de dire nous avons, avec l'administration, au mois de septembre déjà, défini ce qu'on a appelé les essentiels, c'est-à-dire les points dans chaque cours, dans chaque année, qui doivent absolument être vus parce qu'ils sont nécessaires pour fonder un certain nombre d'acquis, de savoirs, de compétences qui seront nécessaires à la suite des apprentissages. Donc mon message, c'est de dire concentrez-vous sur ces points-là. C'est sur ces points-là que porteront notamment les épreuves externes comme le CEB, le CE1D, le CESS, mais c'est aussi sur ces points-là qu'on devra évaluer les élèves à la fin de l'année. Donc vraiment, concentrons-nous là-dessus. Ne faisons pas comme si de rien n'était, parce que les circonstances sont tout à fait exceptionnelles et on ne doit pas se mettre une pression démesurée, que ce soit sur les enseignants ou sur les élèves pour cette année. Et retrouvons du temps pour travailler avec les CPMS, avec d'autres acteurs extérieurs à l'école en matière de soutien scolaire, parce qu'il faut vraiment qu'on se préoccupe maintenant aussi du bien-être des élèves. On ne peut pas demander à des élèves d'avancer dans de la matière s'ils ne sont pas bien dans leur basket. Oui, ça veut dire, Caroline Désir, si on se concentre sur les essentiels, donc qui sont un petit peu le cœur des apprentissages, on peut laisser de côté des choses qui sont moins prioritaires. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les élèves ressortent à la fin de l'année ou de l'année prochaine avec des connaissances insuffisantes par rapport aux cohortes d'élèves des générations précédentes? C'est vraiment justement tout l'objet de ce travail, c'est de se dire on ne veut pas faire du nivellement par le bas, on ne veut pas des diplômes au rabais, mais c'est vrai que dans une circonstance comme celle qu'on connaît, on peut se dire il y a des points de programme sur lesquels cette année on peut faire l'impasse si on se focalise sur ce qui est absolument nécessaire pour la poursuite des apprentissages. Je crois que c'est vraiment important que ce message passe jusque chez chaque enseignant parce que ça leur permettra de retrouver un petit peu de sérénité aussi dans la suite de l'année scolaire. Ça veut dire qu'on rattrapera ces points l'année prochaine, par exemple ? Pas forcément, tout n'est pas absolument indispensable. On peut se dire que certains détails dans un programme, cette année, on peut les laisser tomber. Et j'attire un peu l'attention aussi parce que parfois, mon message est mal compris. Il ne s'agit pas ici de dire que certaines matières ne sont pas importantes. La définition des essentiels a vraiment été faite dans chacune des matières et pour chacune des années. Ouais, donc dans chaque matière, il y a des essentiels à maîtriser. Il y a beaucoup d'enseignants qui réagissent notamment sur les réseaux sociaux en faisant part de leur malaise et de leurs inquiétudes, notamment avec l'apparition du variant britannique et qui estiment que la meilleure manière de protéger les élèves, mais aussi les enseignants, ce serait de repasser dans un enseignement à distance. Vous leur répondez quoi ? Mais justement, on voit déjà toutes les difficultés auxquelles nous amène l'hybridation des apprentissages. C'est déjà pas facile alors que nous avons permis à la relation pédagogique d'exister encore pendant certains moments en présentiel. Alors, un enseignement 100% à distance, c'est la solution si vraiment on doit tout fermer et qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est mieux que rien, mais il ne faut vraiment pas sous-estimer les difficultés pour les élèves et pour les enseignants de fonctionner déjà comme ça. Donc, on continue avec un maximum d'enseignement en présentiel à la fois
fois pour le fondamental, enfin, les primaires, notamment maternelles, et donc ce système hybride pour le secondaire. Si malgré tout, les variants britanniques et autres font des dégâts, on pourra revoir cette position ou pas? Bien sûr, on suit évidemment scrupuleusement l'avis des experts. Pour l'instant, les experts sanitaires et le gouvernement fédéral nous soutiennent dans l'idée qu'il faut absolument préserver les écoles le plus longtemps possible. Mais évidemment, on ne prendra jamais de risque non plus avec la sécurité et la santé des gens. Et donc, si à un moment, tout devient hors contrôle et que la situation se détériore sur le plan de l'épidémie, il y a toujours une possibilité qu'on termine en lockdown généralisé et les écoles seront les dernières à fermer. Ouais. On est à quelques semaines donc des vacances de carnaval, et puis après il y aura les vacances de Pâques, et puis après il y aura les examens de fin d'année. Est-ce que vous commencez déjà à réfléchir à l'organisation de ces congés scolaires? Est-ce qu'on va rester dans le tempo actuel, ou est-ce qu'on pourrait allonger certaines vacances, parce qu'on sait qu'une vacance prolongée, ça fait une espèce de sas qui limite les propagations. Et est-ce que vous réfléchissez déjà aussi à l'organisation des examens de fin d'année et de la forme qu'ils pourraient prendre? Oui, donc effectivement, vous vous souvenez que pendant les vacances de Toussaint, on avait allongé la suspension des cours d'une semaine. Ça avait permis vraiment à tout le monde de faire un reset. Vraiment, on était arrivé à un niveau de contamination très, très important. Et juste après les vacances de Toussaint, ça avait très, très fort baissé. Donc, c'est un outil qui peut s'avérer utile si jamais la situation se détériore. Et ça, donc, ce sont les experts qui décideront et le comité de concertation éventuellement? Tout à fait. Je les revois dans les prochains jours, ainsi que les acteurs de l'enseignement pour se positionner là-dessus. Il est possible qu'on doive anticiper un petit peu les vacances de carnaval ou les prolonger, mais l'idée serait alors de passer, en tout cas pour le secondaire, à de l'enseignement à distance et pas à une semaine de vacances supplémentaires. Je fais bien la nuance parce qu'on a un certain nombre de jours de calendrier scolaire à respecter et sinon on va devoir prolonger alors au mois de juillet ou autre pour tenir ce calendrier. Ça veut dire que si on décide qu'il n'y a pas cours, il y aura quand même malgré tout cours sous une forme virtuelle ou à distance. Oui, est-ce que ce sera un moment où on privilégiera aussi la remédiation éventuellement, puisqu'on voit qu'il y a des élèves en difficulté? Il est important, évidemment, de prévoir des moments de remédiation pour les élèves. Ce n'est pas trop tard dans l'année pour rattraper des situations scolaires, des échecs scolaires, etc. Oui, on saura ça quand? Parce que les vacances de carnaval, c'est dans pas très très longtemps. Souvent, les parents ont quand même besoin de s'organiser, notamment s'ils doivent faire garder leurs enfants. Nous avons prévu de prendre une décision là-dessus ce vendredi, mais on verra un petit peu si on a suffisamment de recul sur la situation, notamment des variants. Ça veut dire que vendredi, on saura si les vacances de carnaval sont maintenues dans la forme prévue ou si on doit changer quelque chose. Oui, en principe, oui. Ouais, et ma question sur les examens, est-ce que sur les examens de fin d'année, on sait s'ils seront comparables aux années précédentes ou s'il y aura des aménagements? Donc ça fait partie aussi des discussions qu'on a pour l'instant avec les acteurs de l'enseignement que je rencontre très fréquemment. Ce qui est prévu pour le moment, c'est le maintien des épreuves externes certificatives, donc le CEB, le CE1D et le CESS. C'est vraiment important de mettre cette question en lien justement avec la définition des essentiels. On a défini les essentiels en fonction du niveau d'exigence des épreuves externes certificatives. Donc, si on suit bien les essentiels, il n'y aura pas de problème pour évaluer les élèves. Maintenant, il faut voir aussi comment la suite de l'année scolaire va pouvoir se poursuivre, parce qu'on ne peut tenir ce discours, bien sûr, que si on est capable de poursuivre les apprentissages plus ou moins normalement. Voilà, et donc ça, notamment, ça dépendra du virus aussi, de la vaccination. Il y a beaucoup de paramètres. Merci beaucoup, Caroline Désir. Et je rappelle votre message donc, aux enseignants et tous ceux qui sont concernés par l'école. Concentrons-nous sur les essentiels. Et les examens de fin d'année porteront notamment sur les essentiels. Donc ça veut dire qu'on resserre un petit peu les programmes en ce moment. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Éducation. Merci d'avoir été avec nous.